Bienvenue au Polysécure épisode PME. Je suis avec Casimir. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, mon nom c'est Casimir Legrand. Je suis fondateur de Fairpoint Assurance, un cabinet spécialisé en technologie, en entreprise technologique. On fait également beaucoup de risques émergents, dont justement la cyberassurance pour les entreprises. Oui, et cyberassurance, c'est un levier très intéressant, mais maintenant qui est fondamental pour la plupart des compagnies qui ont moindrement des équipements technologiques à l'intérieur et qui n'en a pas maintenant, c'est plutôt rare. Tu vas peut-être présenter un peu les fondamentaux de ce que la cyberassurance, l'importance, qu'est-ce que ça sert et qu'est-ce qu'on doit regarder, là, un paysage un peu général. Fait que je vais te laisser présenter ça. Oui, bien oui. La cyberassurance, c'est divisé. Tu as un volet qui est le volet responsabilité. Donc ça, c'est tout le volet poursuite suite à des fautes que l'entreprise aurait commises d'un point de vue cybernétique. Il y a pas mal moins de pertes qui sont reliées au volet responsabilité. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, on va se concentrer plus sur le volet des dommages directs, vraiment les coûts pour se remettre en état. Parce que c'est là que ça va coûter cher à une entreprise, c'est là que ça va coûter cher aussi aux compagnies de cyberassurance pour venir indemniser l'assuré suite à un cyberincident. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve ça important de vraiment focusser là-dessus parce que c'est ce qui compte vraiment. Oui, puis justement, la portée des coûts, parce qu'une cyberassurance, c'est un peu comme une assurance de dommages, mais c'est spécialisé, ça a des conséquences, ça a des questions, ça a des couvertures qui sont spécifiques à cet univers-là, puisqu'on vient pas reconstruire un édifice, on vient rebâtir des systèmes TI, on vient refaire les choses pour remettre en action l'entreprise qui dépend de ces TI pour fonctionner. Donc, il y a tout un paysage par rapport à ça. Est-ce que tu peux détailler un peu tout ce paysage-là? Oui, tout à fait. Puis, la première chose aussi qui est importante ensuite à comprendre, c'est que les polices de cyberassurance, c'est une police d'assurance monoligne qui vient couvrir l'exposé cybernétique d'une entreprise. C'est pas couvert sur la police d'assurance générale combinée commerciale. Donc, puis des fois, on va avoir des petites extensions de garantie, mais ça va être du 25 000, 50 100 000, qui va en fait coûter quand même cher à l'entreprise. Dans le sens, ça va quand même plusieurs centaines de dollars et aux milliers, mais on n'aura pas des limites suffisantes et ces petites extensions de couverture-là, je les ai déjà analysées. Écoute, ça couvre à peu près rien. Là. Fait que si on pense qu'on est couvert parce qu'on a une extension de garantie en cybernétique, ça, c'est la première chose à comprendre, c'est qu'on a l'équivalent d'aucune assurance. Puis si on a un incident, on va se rendre compte très rapidement qu'on n'est pas couvert dans ce cas-là. Donc, nous, c'est vraiment des produits qui sont spécifiques pour l'exposé cybernétique, donc, qui viennent couvrir ça, l'exposure de l'entreprise. Puis en termes de dommages directs, là, ce qu'on aime voir, c'est puis ce qui va être déclenché à chaque incident, peu importe c'est quoi l'incident, ce qui est déclenché à chaque fois, ce sont les coûts de réponse à l'incident. Donc ça, c'est vraiment tous les professionnels qui vont venir vous aider en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, à vous remettre en état. Donc, ça va être le coût de Nicolas Loïc qui est devant moi en ce moment. Tout le volet gestion de crise, d'investigation forensique. C'est quoi les prochaines étapes qu'on fait? Par où est-ce qu'ils sont rentrés les hackers? Qu'est-ce qu'ils ont volé comme données? Donc ça, c'est le premier volet. Après ça, ce sont nos amis, les Breach Coach, qui sont là également pour venir voir, OK, quelles sont nos obligations juridiques? OK, oui, on comprend. On a peut-être déjà vu un post sur LinkedIn ou peut-être qu'un conseiller juridique nous a parlé un peu de la loi 25 puis d'avoir un plan de réponse aux incidents en place. Mais là, dans le concret, là, une fois que ton information est volée ou que quelqu'un y a accédé, mais quelles sont tes obligations juridiques par rapport à la loi 25, mais également par rapport à tes contrats, si ces contrats sont... si c'est dans tes contrats, c'est stipulé comme étant confidentiel, mais là, est-ce qu'on doit avertir les tiers que le contrat a été breaché parce qu'il y a un tiers non autorisé qui a eu accès à l'information? Donc là, c'est vraiment là où est-ce que les breach coach qui sont spécialisés en protection des renseignements personnels et confidentialité, qui vont venir nous aider à trouver quelles sont nos obligations juridiques. Puis l'importance de faire une bonne investigation
puis de vraiment bien comprendre nos obligations juridiques, c'est qu'on se protège pour le volet des poursuites par la suite. T'sais, si on décide, OK, tu sais quoi, on est cowboy, puis on se dit, écoute, c'est pas grave, il y a un incident, on comprend qu'il y a eu un incident, mais on va pas notifier les gens, on va pas payer de la surveillance de crédit. C'est là qu'on s'expose à une poursuite des tiers lésés qui vont poursuivre l'entreprise, qui vont dire, ben, vous avez mal géré l'incident. Donc, c'est ça qui est important quand même à regarder. Puis de bien gérer ton incident quand il arrive, ce qui fait en sorte que tu te protèges d'une poursuite éventuelle. Ben, notamment, là, puis j'aime ça la façon dont tu le présentes, parce que généralement, la plupart des compagnies n'ont pas d'équipe interne pour être capable de répondre à l'incident. Donc, déjà, d'avoir l'assurance va nous aider à invoquer ces professionnels-là, parce qu'on n'a peut-être pas déjà fait des contrats avec des compagnies spécialisées en cyber. L'assurance va nous aider à faire cheminer et va justement payer ces professionnels-là. Tout dépendant de l'urgence, ça peut coûter plus ou moins cher des faire venir. Donc, si on les fait descendre en hélicoptère le samedi matin, ça se peut que ça coûte beaucoup plus cher. Quand on est tranquille, on les fait arriver tranquillement le lundi après-midi, par exemple. Donc, déjà, il y a ça, puis c'est de l'urgence d'agir, et l'assureur va quand même coordonner une partie, si ce n'est pas la totalité, de ce démarrage-là de la crise pour que la plupart des entreprises qui n'ont pas personne à l'interne ou ils ont un ou deux gars TI, mais c'est des généralistes, pas spécialisés en cyber, pas spécialisés en forensique, pas spécialisés en gestion d'incidents. Ça d'un côté, puis ils vont amener justement le bridge coach, qui justement parce que l'assureur ne veut pas payer des poursuites. Fait qu'il va amener justement le bridge coach, comme tu mentionnes, pour justement venir appuyer. Puis tu as entièrement raison sur le fait que la négligence peut être beaucoup plus coûteuse en l'occurrence, puis de prendre des chances. Puis je l'ai vu. Puis il y en a qui ont fermé boutique parce qu'il n'y avait pas les moyens de payer les poursuites qui se sont arrivées après parce qu'ils ont pensé que c'était qu'ils étaient au-dessus de ça, ils ne devaient pas s'appliquer à cet univers-là. Donc, c'est des éléments importants, mais ça, c'est les coûts directs puis généralement que l'assureur a. Mais ensuite, il n'y a pas juste ça parce que quand il y a un incident, tout est arrêté en général, ce qu'on espère, pour ne pas briser le restant en plus. Et là, il va y avoir les coûts moins directs, là, par exemple, de l'incident lui-même, là, qui sont couverts. Là. Oui, exactement. Puis moi, j'utilise souvent le scénario de tes ordinateurs sont noirs. Il n'y a rien qui se passe. Tes employés commencent à t'appeler. Tu as peut-être des clients qui, disons que tu es dans le commerce de détail. Là, tu n'es pas capable de procéder à scanner des codes barres. Tu n'as plus accès à ton inventaire. Puis là, c'est là justement parce que tout ton volet, perte d'exploitation, va être déclenché. Donc, ça fait que là, on est vraiment dans le scénario d'un ransomware cyber-extorsion. Mais là, tes ordinateurs sont noirs. Là, tu n'opères pas. Tu as une perte d'exploitation qui s'ensuit. Si moi, je suis un commerce de détail, j'ai un produit qui n'est pas si unique que ça, qui fait en sorte que mes clients se tournent vers un compétiteur, ben, j'ai des ventes automatiquement qui vont être perdues. Donc, c'est là où est-ce que justement le volet perte d'exploitation, il est vraiment important. Puis moi, j'en parle, puis ça me fascine encore. Souvent, quand je dis un dossier de cyberassurance, je vois que cette couverture-là est sous-limitée et ou a des exclusions spécifiques qui font en sorte que le client achète une limite de 5 millions pour l'ensemble de ses couvertures. Puis là, on regarde la perte d'exploitation sous-limitée à 1 million ou 500 000. Puis je me dis, ben, tu sais, là, puis c'est pas parce que les assureurs avec qui je travaille vont coûter plus cher. Ça va souvent coûter le même prix ou même des fois moins cher, mais au moins, on va avoir les bonnes limites parce que, tu sais, moi, dans mon livre à moi, si t'es pour acheter de l'assurance, tu veux un assureur qui paye et qui ne va pas t'abandonner quand tu as un super incident. Puis, ça, tu sais, quand on parlait tantôt, tu sais, je te parlais d'avoir certains assureurs comme Chubb, Coalition, offrent une limite séparée pour tous tes coûts de réponse aux incidents. Donc, ça veut dire que tu as un incident, disons que tu as une limite de 1 million de dollars. Puis là, ça te coûte juste ta réponse aux incidents, te coûte 800 000 dollars pour tous tes frais d'avocat, tes frais de forensique, tout ça, tes frais de surveillance de crédit, ça te coûte 800 000 dollars. Avec certains assureurs, il te resterait juste un 200 000. Par contre, avec certains assureurs,
tu as cette limite-là qui est en dessus de ta limite globale. Donc, ça fait en sorte qu'il te reste 1 million pour justement ton volet de perte d'exploitation, ton ransomware. Donc, ça fait en sorte que vraiment ta réponse aux incidents, tu ne vas pas tourner les coins ronds, tu vas bien la faire. Dans ce cas, parce que tu n'es pas stressé de est-ce que j'ai suffisamment de limites pour répondre à l'incident sur le sens du monde et où, sinon, je suis dans la merde parce que faut que je paye la rançon. Parce que je ne suis pas capable de recouvrir à partir de mes backups, ou est-ce que ma perte d'exploitation me coûte tellement cher, ça me coûte 50 000, 100 000 par jour, que finalement, je suis dans le trouble. Fait que, c'est quoi la réponse aux incidents? Je comprends, mais on va tourner les coins ronds pour pouvoir juste payer la rançon ou payer la perte d'exploitation. Ouais, puis ça, tourner les coins ronds, c'est pas une bonne chose pour l'avoir vu parce qu'on ne règle pas les problèmes fondamentaux. Et en général, ces mêmes compagnies-là se font ravoir par un autre cyberincident, généralement dans les 6 mois qui suivent. Et là, ça devient le coup fatal parce que s'ils n'ont pas bien corrigé le premier coup, revivre un deuxième épisode comme ça, généralement, vient les achever. Donc, il ne faut pas tourner les coins ronds sur la réponse à l'incident. Puis comme tu mentionnais bien précédemment aussi, sur le fait de la surveillance pour la fuite d'informations personnelles, non plus, il ne faut pas tourner les coins ronds parce que les conséquences peuvent être dramatiques plus loin dans le temps. Si on ne le fait pas correctement par rapport à ce genre de choses-là. Oui, ça, c'est ça. Puis l'autre volet aussi qui fait partie des dommages directs, qu'on parle un peu moins, ce sont les fraudes non sophistiquées. Donc, fraude de transfert de fonds. C'est vraiment très sophistiqué dans le sens où, pour rentrer dans un système d'une compagnie, écoute, je suis pas, j'ai pas un background en technologie, mais de ce que j'en comprends, c'est que pour rentrer dans le système d'une entreprise, ça prend beaucoup plus d'expertise pour contourner les systèmes de cybersécurité, alors que pour orchestrer une fraude d'ingénierie sociale, pour juste usurper, disons, des credentials avec un nom d'utilisateur, mot de passe, c'est beaucoup plus facile. Donc, on voit qu'il y a des attaques, là, ça s'appelle tu rentres vite, là, c'est grab and go. Là, tu rentres, tu voles l'argent, tu orchestres une fraude de transfert de fonds, une couple de centaines de milliers de dollars. Ça, c'est moins sophistiqué, mais ça se passe énormément. Donc, ça commence toujours. C'est un business email compromise. C'est ils rentrent dans la boîte courriel. Les courriels ont mal été sécurisés. Là, après ça, ils mettent des filtres dans les courriels. Donc, certains courriels légitimes vont juste être filtrés dans la boîte courriel. Fait que là, l'utilisateur, lui, ne se rend pas compte qu'il ne reçoit pas nécessairement les courriels, qu'il y a des courriels qui sont mis sur lui alors qu'il ne les a pas lus. L'utilisateur, c'est business as usual. Puis là, le hacker, il est là, il attend, il est silencieux, il n'a pas été détecté par la cybersécurité en périphérie de l'entreprise. Puis, quand il voit justement, OK, là, y a-t-il une transaction d'affaires? Est-ce qu'il y a un gros compte payable qui arrive? Puis c'est là qu'il va envoyer des instructions frauduleuses de paiement, par exemple, à un client pour dire, tu sais, on est maintenant avec la banque TD. Je sais qu'avant, on était avec National, mais là, on est avec TD. Puis le client, lui, qui reçoit ça, il se dit, ben, non, c'est la même personne qui m'écrit tout le temps chez mon fournisseur. Écoute, je peux même l'appeler, mais maintenant avec les deepfakes, c'est assez facile d'imiter. Puis là, tu l'appelles, tu regardes le numéro au bas du courriel, mais évidemment, le hacker, il a changé ce numéro de téléphone-là. Tu l'appelles, puis, OK, parfait, c'est la même personne. Je transfère les fonds, des fois, les factures en entreprise, ça va vite, c'est des 100, 200, 1000, assez facilement. Mais tu te dis, coudonc, c'est ça qui est ça. Puis là, à un moment donné, tu reçois un courriel. Quand tu es le client, tu reçois un courriel, tu dis, vous avez un compte en France. Tu dis, non. Voici la capture d'écran du transfert. Je te l'ai faite il y a 38 jours. Voici la capture d'écran. Cherche l'argent. Puis là, c'est là qu'on se rend compte que l'argent est parti, qu'il est trop tard. Fait que ça, c'est pas des pertes qui sont super sophistiquées. Par contre, on les voit tout le temps. Puis ça, c'est cool. Là, quand j'étais chez Coalition, qui est un cyberassureur,
eux, il y avait l'équipe de réponse aux incidents puis de réclamation avait des systèmes en place pour récupérer les fonds volés. C'était vraiment les seuls qui faisaient ça dans l'industrie. Donc, dès qu'un client se faisait voler des fonds de cette manière-là ou transférer des fonds à l'externe, alors qu'il avait été victime d'ingénierie sociale, il était en mesure de déclencher puis essayer de récupérer les fonds. Puis on avait quand même pas mal de succès. Une fois, c'était 9,5 millions qu'on avait été en mesure de récupérer à l'époque, ben, il y a une couple d'années. Mais ça, c'est de l'argent que sinon l'assuré n'aurait plus jamais revu. Puis là, même par la suite, il y avait un enjeu juridique parce que l'argent, une portion avait été transférée en crypto-monnaie. Puis là, c'est de savoir est-ce que les gains de. Ouais, est-ce que les gains qui s'étaient produits avec la crypto-monnaie, est-ce que l'assuré pouvait les récupérer ou c'était les proceeds de quelque chose de criminel? Donc, ça, c'était quand même un débat juridique intéressant que j'avais vu, mais sans police de cyberassurance, 9,5 millions évaporés, ça, sans l'ombre d'un doute. C'était vraiment la réponse à l'incident, d'avoir les bons professionnels au bon moment. Avant que la merde soit vraiment pognée. Oui, c'est très important. Très important, puis justement, ça évite ce genre de situation, puis c'est des cas très intéressants sur Alat. On va conclure sur ça. Ça t'a fait un bon brassage, ça brosse bien le tableau sur le fait de l'importance et qu'est-ce que ça couvre. On va revenir sur d'autres segments parce qu'on a juste vraiment fait un tour très rapide. Parce que j'ai beaucoup de questions sur des sujets plus précis puis que on va aborder. Je te remercie énormément de ta collaboration. C'est super intéressant cette conversation. Ben, merci beaucoup de m'avoir reçu. Un plaisir.